Bonjour à tous, je suis Marc Bramil, rédacteur en chef du magazine Global Security Mag, et je vais avoir le plaisir d'animer la conférence donc, sur le coffre-fort numérique en question. C'est un terme qui fait sans doute rêver tous les éditeurs, parce qu'on les transforme ainsi en banquiers, et c'est le banquier de la donnée, donc c'est un patrimoine qui est très important aujourd'hui. Donc ce concept a pour avantage d'être compris par tout le monde. Un coffre-fort, c'est clair pour tout le monde. Et ça dépoussière beaucoup l'ancien mot archivage, qui fait penser plutôt au rond de cuir du 19e siècle. Pourtant, que se cache-t-il derrière cette dénomination? Pour les uns, c'est simplement une dénomination marketing pour mieux vendre des produits d'archivage. Pour les autres, eh bien, ça inclut beaucoup de choses jusqu'à la gestion des risques. Messieurs Nourdine Lamriri, chef de produit de chez Everteam, et Dominique L'Hôpital, directeur général d'Arxis Software, vont nous éclairer sur ce concept en répondant à 3 questions. Quelle est votre définition du coffre-fort numérique? Pourquoi avoir besoin d'un coffre-fort numérique? Et enfin, quels sont les apports et limites de ce coffre-fort numérique? Donc, Monsieur Lamriri, à vous. Merci. Donc, on va effectivement parler de la question du coffre-fort numérique. Je vais articuler mon intervention autour des 3 questions qui ont été posées. Mais juste au préalable, positionner quand même la société Everteam pour que vous puissiez bien identifier et circonscrire le périmètre de notre intervention. Everteam est éditeur de solutions de gestion intégrée, donc est éditeur de solutions, a plus de 20 ans de présence sur ce marché, a plus de 1300 clients, réalise une grande partie de son chiffre d'affaires à l'international et est reconnu par les plus grands analystes sur le marché, notamment le Gartner, autour des solutions que Everteam propose, notamment des solutions d'archivage. Donc on est présent sur différents marchés, assurance, finance, industrie, secteur public. Je ne rentre pas dans le détail sur les différentes références. Je serai disponible suite à la présentation si vous avez des questions. Rentrons dans le sujet autour du coffre-fort numérique. Alors, juste au préalable, repositionner tout de même les enjeux de l'archivage ou plus généralement de la conservation de l'information. Ce sont des enjeux de 3 ordres: économiques, en se prémunissant des risques financiers liés à la perte de documents, organisationnel, en contrôlant les processus de l'entreprise, notamment les processus liés à la conservation de l'information, réglementaire, en étant en phase avec les contraintes réglementaires, législatives, normatives, nécessaires au bon déroulement de l'activité de votre entreprise. En synthèse, quel que soit le domaine de risque, archiver, conserver de l'information, c'est gérer les risques. Alors le coffre-fort numérique là-dedans. Bon, on va essayer d'exposer ça de la manière la plus transparente possible pour que ce soit clair pour l'auditoire. En tout cas, la perception d'Everteam aujourd'hui sur cet intitulé, sur ce terme, qui est le coffre-fort numérique, c'est avant tout, et c'est important de le comprendre, un concept porteur. Hein, il y en a eu comme ça dans l'histoire de la gestion de l'information. Il y a eu le fameux mot GED. Quand GED est apparu, les gens ont compris, gestion électronique de documents. Et depuis, les éditeurs, les analystes essaient de trouver des nouveaux mots pour pousser la gestion de l'information, mais ils n'y arrivent pas. Ils ont créé l'ECM, ils ont créé tout ce qu'on veut, mais quand on a un client en face de soi, quand on est éditeur de solutions de GED, on dit le mot GED et le client comprend. Le coffre-fort numérique, c'est un peu la même chose. Il y a eu une espèce de vague, de compréhension claire, de transposition entre le coffre-fort physique et ce que ça pourrait être d'un point de vue numérique. Et aujourd'hui, effectivement pour le marché, il y a plein de choses qui existent, de concepts qui existent autour de la conservation et de l'archivage numérique, mais le mot coffre-fort et numérique est très clair pour beaucoup de monde. Donc, les éditeurs, le marché, s'engouffrent dans cette brèche. Alors, qu'est-ce que ça entraîne? Ça entraîne une offre extrêmement hétérogène sur le marché. On a des solutions logicielles, on a des services en mode SaaS, on a des systèmes parfois physiques qui se présentent sous forme de système Worm, de type système coffre-fort. Alors, je cite ici des systèmes de type Worm Logic qui sont les solutions physiques, soft physiques qui se présentent sur ce segment-là.
etc., etc., etc. Des coffres-forts numériques qui sont dédiés à des utilisateurs, personnes physiques, des coffres-forts électroniques qui sont destinés à archiver des documents stratégiques pour une entreprise, donc on va dire plutôt pour une personne morale. Donc une grande pluralité d'offres sur le marché. Alors ça pose un problème. Et surtout avec un niveau de qualité logicielle qui peut être extrêmement variant. On peut avoir des systèmes extrêmement sécurisés, des systèmes très très ouverts, des systèmes qui vont être centrés sur la confidentialité, d'autres qui vont être centrés sur l'intégrité. Voilà. Donc on va avoir comme ça cette pluralité aussi de fonctionnalités. Et pour ne rien simplifier, je dirais, à cette logique, il y a un travail normatif qui aujourd'hui est en construction. Alors je vais m'attarder un petit peu là-dessus pour que vous puissiez bien comprendre un petit peu les enjeux. Mais dans cette situation, quelle est la place aujourd'hui pour le coffre-fort et de quelle manière il peut vous rendre service, le coffre-fort numérique? Alors j'ai pris un exemple, l'exemple de la CNIL qui a publié récemment une délibération en février 2014 autour du coffre-fort numérique, et l'AFNOR qui a publié une norme, la NFZ 42020, qui propose et spécifie le périmètre de couverture d'un coffre-fort numérique. Déjà, la CNIL se positionne sur un service coffre-fort numérique destiné aux particuliers, ce qui n'est pas le cas de l'AFNOR. La CNIL a produit un document qui est destiné aux opérateurs et aux fournisseurs de services, alors que l'AFNOR est plutôt destiné aux éditeurs de solutions. Donc, ce que la CNIL appelle les fabricants de logiciels. Donc également, pas la même chose. La CNIL traite particulièrement des aspects liés à la confidentialité, alors que dans la NFZ 42013, le sujet, c'est hors sujet. De même que la disponibilité, qui est hors sujet dans la NFZ 42020. La CNIL s'inscrit dans un contexte précis d'utilisation utilisateur, alors que l'AFNOR ne s'y intéresse pas. On détaille un composant de manière générique. La CNIL ne fait référence à aucune norme particulière. L'AFNOR se positionne comme un composant avec la norme NFZ 42020 qui ne peut pas être implémenté indépendamment de la norme NFZ 42013. Voilà. Et enfin, la 42020 est une spécification fonctionnelle minimum de ce que pourrait contenir un coffre-fort numérique, alors que la CNIL propose un cadre de certification de 22 exigences. Quand on prend juste cet exemple, on comprend que même au niveau normatif, même au niveau des personnes qui réfléchissent pour vous, pour déterminer le périmètre d'un coffre-fort numérique, il y a un grand nombre de disparités. Donc, face à cette situation-là, comment un éditeur comme Everteam, ou Arcsys, qui sont des éditeurs sur ce type de marché, vont se positionner pour répondre à ce type de besoin, qui est un besoin qu'on nous renvoie. C'est-à-dire qu'on reçoit des appels d'offres, on fait des démonstrations, on rencontre des clients qui nous disent « je veux un coffre-fort numérique ». Okay. On va proposer une solution qui va intégrer toutes nos technologies. Alors, je ne vais pas détailler le schéma parce qu'on est sur un mode de présentation qui ne permet pas de effectivement présenter fonction par fonction, donc je pourrais le faire par la suite. Mais des fonctions qui vont permettre de garantir par exemple, la gestion de tout ce qui est authentification, qui est un point extrêmement sensible. Des fonctions de collecte ou d'injection d'informations. Des fonctions d'audit, d'accès et de gestion des documents à consulter. Des fonctions de garantie d'intégrité et de pérennité. Enfin, des fonctions de gestion et de sécurisation des dépôts. Donc, sécurité, contrôle des accès, sécurité, contrôle des actions, sécurité, confidentialité du système, intégrité des dépôts et sécurité, pérennité des dépôts. Voilà. Globalement, c'est tout un ensemble de technologies, tout un panel de technologies que les éditeurs proposent pour couvrir le périmètre du coffre-fort numérique, mais surtout de couvrir le besoin qu'a le client. Et c'est le travail qui est fait lorsqu'on le rencontre, c'est de comprendre son besoin et ses contraintes. Donc pourquoi vouloir un coffre-fort numérique? Pourquoi aujourd'hui le marché veut du coffre-fort numérique? Pour gérer du risque, principalement. Alors on pourrait dire que c'est aussi pour dégager du ROI. En fait non, c'est surtout pour gérer du risque. C'est la gestion du risque qui justifie et qui entraîne dans la majorité des cas la mise en place d'un coffre-fort numérique. Le principal risque sur lequel il faut se concentrer quand on met un coffre-fort numérique, très souvent, c'est de se prémunir au risque d'indisponibilité d'une archive. C'est le risque principal qui recouvre plein de risques, mais qui est extrêmement important. C'est une volonté qu'ont nos clients d'assurer la sécurité et la confidentialité de leurs données, sécurité sur les traitements effectués, sécurité au niveau de la réversibilité, c'est-à-dire de se dire mes archives à tout moment, je les ai mis dans mon coffre, mais je sais quand même les récupérer.
mais aussi la confidentialité sur les données et sur tous les acteurs internes ou externes qui pourraient éventuellement accéder à des données confidentielles. Donc là, il y a également un point qui est extrêmement important, c'est l'opposition qu'il peut y avoir, par exemple, entre des options de sécurité et des exigences de confidentialité. Le fait de ne pas vouloir que des acteurs internes, comme l'administrateur système ou le DBA, que celui-ci ne puisse pas accéder aux données qui sont dans le coffre-fort, ou un fournisseur de services en mode SaaS, et à la fois avoir une complète réversibilité, c'est deux besoins qui sont antinomiques et qu'il faut être capable de gérer en phase de mise en œuvre. Voilà. Ça, c'est un exemple, mais qu'on retrouve quasiment pour chaque type d'exigence au niveau de la mise en place d'un coffre-fort numérique. Donc, la nécessité, lors de la mise en place d'un coffre-fort numérique, de bien comprendre qu'on le fait parce qu'on veut gérer du risque et de bien comprendre qu'il faudra bien positionner le curseur entre sécurité et confidentialité au moment de sa mise en place. Voilà. Donc le coffre-fort s'inscrit dans un processus d'entreprise. Donc pour conclure, qu'en attendre? Quels sont les apports et quelles sont les limites? Paradoxalement, alors si on devait dégager les points, on va dire, plutôt négatifs, paradoxalement, le coffre-fort numérique porte intrinsèquement du risque. Pourquoi? Parce qu'il s'inscrit dans un périmètre restreint de couverture. Et parce qu'il est porteur d'un grand nombre d'interprétations par le marché. Vous pouvez avoir plein de solutions différentes. À titre d'illustration, la fonction de base qu'on doit attendre d'un coffre-fort, c'est la facilité d'interaction entre un utilisateur et son coffre. Je prends un document, je le mets dans le coffre. Je veux un document, je le cherche dans mon coffre. Rien que ça, si on s'appuie uniquement sur le périmètre coffre, on n'aura pas suffisamment de fonctions. On aura besoin d'une couche supplémentaire. On aura besoin d'une couche pour garantir l'accès à ce coffre. On aura besoin de fonctions de recherche, on aura besoin peut-être de plans de classement, on aura besoin de fonctions de dépôt. Donc on va rajouter des composants qui vont générer du risque dans la mise en place du système. Deuxième point, on va disposer de fonctions de dépôt qui devront allier intuitivité et sécurité. Et très souvent dans le coffre, la notion d'intuitivité, de productivité, d'ergonomie n'apparaît pas, alors que c'est extrêmement important. Il faut trouver le bon équilibre entre réversibilité et confidentialité, c'est ce que je vous ai dit juste à l'instant. Et puis, il faut étudier la pérennité sous tous ses angles, notamment financiers. Dans le cas, par exemple, où vous seriez intéressé par un coffre en mode service, en mode SaaS, il faut, pour garantir que le service est pérenne, vous projeter dans des cas où vous conserveriez beaucoup de documents, où vous auriez des contrats de service, des SLA qui seraient conformes à vos niveaux de risque, et face à ça, que vous regardiez exactement quels seraient les coûts. Beaucoup de gens oublient de le faire et se rendent compte qu'au final, qu'utiliser un coffre-fort en mode service devient extrêmement coûteux sur le long terme. Et enfin, comment détruire? Aujourd'hui, quand vous mettez dans un coffre, effectivement, vous conservez et vous garantissez l'intégrité, mais il faut aussi savoir comment détruire. Comment détruire si jamais on n'a pas, par exemple, de référentiel d'archivage? Comment détruire si on n'a pas de processus de destruction? Comment détruire si on ne qualifie pas correctement les documents qu'on archive? Tout ça, le coffre-fort numérique, dans la littérature, tout ça n'est pas défini. Voilà. Bon, il y a quand même des éléments positifs, et je terminerai là-dessus. C'est que le coffre-fort permet de circonscrire un besoin bien précis qui est demandé par le marché et qui est lié à la garantie d'intégrité et de pérennité des archives. Technologiquement, c'est des traitements qui aujourd'hui sont matures. Si vous voulez garantir l'intégrité ou la pérennité de vos documents, les technologies existent. Il faut simplement que dans la définition du périmètre de votre application, que le coffre-fort numérique ne s'impose pas comme un composant à circonscrire, mais que ce soit un périmètre applicatif de fonctionnalité qui peut tout à fait s'inscrire dans un système plus large qui lui proposera les autres fonctions que le coffre-fort ne propose pas nativement. Voilà. D'où plutôt une orientation vers un système d'archivage électronique qui intégrerait des fonctions de type coffre-fort. Voilà. Merci. Vous restez là? Non, vous ne sortez pas avec les... Bonjour. Donc, même exercice, donc Dominique L'Hôpital de la société Arxis Software. Je vais présenter la société juste dans le slide qui va suivre. Donc, je vais me livrer exactement au même exercice, c'est-à-dire répondre à ces trois questions. On va dire que globalement, je suis 100% d'accord avec ce qui vient d'être dit. Donc je vais éviter de redire les mêmes choses. Mais j'adhère complètement à ce qui vient d'être dit. Donc on est concurrents, mais en ayant exactement les mêmes idées.
effectivement, il existe au niveau du coffre-fort numérique pas mal de définitions différentes. Everteam vient de parler effectivement de la norme 42020, de laquelle je ne souhaitais pas parler d'ailleurs, mais je pense qu'il a complètement raison. Voilà. Donc, juste un slide pour vous dire qui est Arxis Software. Donc, Arxis Software est une société du groupe Infotel. Le groupe Infotel est une société qui a 1600 collaborateurs et qui a généré l'année dernière, en 2013, 142 millions d'euros de chiffre d'affaires. Nous sommes éditeurs, donc de la même façon qu'Everteam. Donc nous ne commercialisons pas d'offres en mode SaaS. Nous n'avons pas souhaité être les compétiteurs de nos propres clients, puisqu'on a des clients qui revendent notre solution en mode SaaS. On n'a pas souhaité le faire nous-mêmes. Donc nous sommes éditeurs. Nous sommes spécialisés dans le domaine de la conservation du patrimoine informationnel des entreprises, donc qui inclut dans le périmètre le coffre-fort. Effectivement, on ne met pas forcément l'emphase sur le coffre-fort. On utilise nous aussi plutôt le terme archivage électronique qui embarque, et c'est absolument nécessaire, des fonctions particulières et qui font qu'on peut appeler cette solution un coffre-fort, notamment j'y reviendrai, des dispositifs de sécurité, bien entendu. Au niveau référence, je ne vous en ai pas montré énormément. J'ai sélectionné juste quelques-unes. On est présent chez EDF pour faire notamment toute la facturation et la conservation des documents engageants. C'est comme ça que le projet s'intitulait. On est présent chez Groupama, AXA, chez Bouygues Télécom pour faire tout ce qui est facturation, fiscalité aussi. Et j'ai pris un autre type de documents, les documents techniques, où on est présent chez Thales et chez Airbus. Donc on a beaucoup d'autres références, mais j'ai voulu limiter ma liste à quelques références seulement. Pour donner juste un chiffre, en 2013, je raisonne en annuel et pas en cumulé, nos clients ont archivé 2,27 milliards de documents. Les points forts de notre logiciel, donc le logiciel s'appelle Arxis. Arxis est une plateforme de conservation capable d'archiver, de conserver, on préfère le mot conserver qu'archiver, toutes les données de l'entreprise, quelles qu'elles soient. Alors ça peut être du documentaire, bien entendu, mais ça peut être aussi de la donnée, donc de la donnée scientifique, de la donnée technique, de la donnée chiffrée. On a des clients qui nous demandent de conserver des choses qu'ils ont chiffrées eux-mêmes, donc que l'on ne comprend pas. Mais ce n'est pas grave. Nous, on est capable de conserver tout ce qui est constitué de 0 et de 1, que l'on comprenne ou que l'on ne comprenne pas. Il est clair que si on comprend, on peut offrir des services supplémentaires. Si on ne comprend pas, on ne pourra pas offrir ces services, par exemple des services de conversion de format, ce genre de choses. À partir du moment où on ne comprend pas, c'est sûr qu'on ne peut pas faire. Voilà un entrepôt de conservation à long terme. Donc habituellement, nos clients nous demandent de conserver de l'information pendant 10 ans, 30 ans, 70 ans, 100 ans, 120 ans, ad vitam aeternam. Ça dépend complètement de l'activité métier de l'entreprise. Donc ça, on sait faire. On a essayé pour cela de se tenir complètement indépendant des technologies pour pouvoir résister au temps. On sait que la durée de vie des technologies est très courte, 4-5 ans. Donc on s'est dit, il ne faut pas être tributaire des technologies, parce que si une technologie disparaît, il ne faut pas que notre produit soit embarqué dans la disparition de ce produit. Donc on a développé un certain nombre de techniques qui nous rendent indépendants des technologies. Donc jamais on vous dira, il faut tel type de serveur, tel type de stockage. On essaye d'être indépendant complètement des infrastructures. C'est compliqué. La pérennité, puisque c'est comme ça qu'on l'appelle, oblige au respect de 150 normes à peu près. Donc ça a été complexe à mettre au point. On a embarqué des traitements d'obsolescence, puisque dans le temps, effectivement, si je prends sur 30 ans, pratiquement tout ce que l'on connaît aujourd'hui aura été déclaré obsolescent. Donc ça veut dire que les obsolescences, il faut les détecter et il faut les traiter. Et évidemment, il faut embarquer tous les principes de réversibilité. Pourquoi ? Parce qu'on s'est aperçu, notamment en remplaçant des solutions concurrentes, que bon nombre de solutions sur le marché sont en vérité des entonnoirs. Donc on vous explique totalement comment y rentrer, mais sachez que vous ne pourrez pas en sortir. Donc
On trouve des opérations de réversibilité qui sont terriblement longues et terriblement coûteuses. Moi, j'ai déjà trouvé des opérations de réversibilité qui coûtaient aux clients 2000 jours hommes. Ce genre de choses, une folie. Donc, nous, on a embarqué tous les principes de réversibilité qui font que le client pourra se séparer de nous d'un simple clic. Donc, évidemment, ce n'est pas sécurisant, mais ça oblige à être bon pour que le client n'appuie pas sur le bouton. Donc, on a vraiment favorisé, en fait, la réversibilité des archives, des métadonnées, de la traçabilité, enfin de tout ce qui accompagne cette archive unitaire, de façon à ce qu'on puisse sortir facilement de la solution. La conformité, bon là ça rejoint le risque, j'en parlerai dans les transparences suivants, donc je laisse tomber ici. Une plateforme industrielle. On a des clients qui archivent, notre plus gros client archive 4 milliards de documents. Donc il faut des plateformes qui soient fiables, redondantes. C'est des services qui tournent 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Donc avec, pour notre plus gros client, 4 plateformes à travers la Terre. Donc il y a toujours quelque part une plateforme qui est sûre d'être atteignable. Donc on est très exigeant en fiabilité, redondance, performance et sécurité. Une grande pratique dans la réduction des coûts, ce qui est assez important aussi. Ce qui coûte cher en archivage, il y a deux choses, je le dis ici, c'est toutes les infrastructures, et notamment souvent le stockage, qui est à des coûts complètement abusifs, et tout ce qui est valeur probante. Donc on essaye d'être très ingénieux dans les solutions proposées pour faire des économies à nos clients. Pour nous, ce coffre-fort électronique, et pour les raisons qu'a donné monsieur Lamriri, ne peut pas être autonome. On n'achète pas un coffre tout seul, ça n'a pas de sens. Donc pour nous, le coffre est corrélé à un certain nombre d'autres concepts, et le premier d'entre eux, c'est le record management. C'est-à-dire la gestion du cycle de vie des documents. Donc voilà tout ce que fait notre logiciel. Donc je ne vais pas avoir le temps de vous parler de chacun des icônes. Il y a 5 ou 10 minutes à passer sur chacun des icônes, donc je ne le ferai pas. Mais sachez que nous accompagnons la vie du document du moment où l'on prend connaissance de ce document jusqu'à ce que l'on appelle, en record management, le sort final. Et la sécurité, puisque le coffre-fort est lié à la sécurité est une chaîne. Le coffre-fort n'est qu'un maillon. Donc on ne peut pas acheter un coffre-fort tout seul. On est obligé d'acheter peut-être un coffre, on peut l'appeler comme ça, hein, toutes les dénominations se circulent. Mais il faut que ça réponde à un besoin, donc nous on préfère revenir toujours au besoin que dire on vend un coffre. Vendre un coffre, ça ne veut juste rien dire. Voilà, donc on intègre le record management dans notre solution. Deuxième chose, on intègre la gestion du risque. Et là, on revient à la sécurité, au risque, au coffre, encore une fois, à travers des niveaux de service. Donc, on voit effectivement dans les entreprises qu'il y a plein de choses à conserver à travers le temps. Et que toutes les typologies de données ou de documents n'exigent pas la même couverture parce qu'il n'y a pas le même niveau de risque. Par exemple, je ne prends pas les mêmes précautions pour un contrat que pour une fiche de paye. Ce n'est pas la même chose. D'abord, ce n'est pas le même droit. L'un, c'est du droit civil et l'autre, c'est du droit du travail. Et qui ne demandent pas forcément la même chose. Donc, nous, on pratique, en fait, des niveaux de service, et notamment au niveau du risque. Vous voyez, gestion prudentielle, 4 critères de haut niveau. Chez nous, il y a la disponibilité, l'intégrité, la confidentialité et la preuve, DICP. Et à l'intérieur de ces 4 critères de haut niveau, nous avons des degrés. Donc j'ai pris quelques exemples. Ce n'est qu'un exemple, ce n'est pas forcément ce que le client cherchera à déployer, parce que la couverture du risque dépend aussi du risque résiduel que le client est prêt à accepter. Je peux vous dire, je vais vous mettre en place un système pour lequel il n'y a aucun risque, mais aucun risque, ça coûte cher. Donc quelquefois, on a des clients qui accepteront de prendre un tout petit risque si le coût est divisé par 2 ou par 3. C'est quelque chose qui se challenge. Donc j'ai pris quelques exemples. On pourra mettre quelque chose du type D4, I3, C1, P4, par exemple, pour des factures. Mais on voit qu'on pourra faire
varier. Par exemple, on pourrait avoir un degré de disponibilité peut-être moins fort pour les bulletins de paye. Effectivement, mon bulletin de paye, si je n'ai pas du 7-7, 24-24, c'est pas forcément grave, dans le sens où il y a assez peu de chances qu'on ait besoin d'un bulletin de paye en pleine nuit, quoi. Ainsi de suite. Donc, c'est quelque chose qui pourra se définir pour nous, typologie de documents par typologie de documents. Alors, je ne vous parlerai pas ici de signature électronique, de raw datage, ainsi de suite. C'est embarqué dans ces niveaux. Il est clair que pour faire du niveau 4, il va falloir mettre en œuvre certains dispositifs parmi ceux-ci, justement. Mais j'ai choisi de ne pas en parler de façon à rester assez générale. Au niveau des performances, c'est pareil. On peut avoir en fonction... Alors, il y a des systèmes d'archivage. C'est vrai que peut-être par défaut, on imagine qu'un système d'archivage n'est pas accédé. C'est vrai chez beaucoup. Nous, on a un client qui fait plus de 100 consultations par seconde sur un système d'archivage. Donc, vous voyez que d'un client à l'autre, d'un usage à l'autre, puisqu'il faut se conformer à l'usage, il peut y avoir besoin d'accès haute fréquence, d'accès rapide ou d'archives profondes. Et ça ne sera pas du tout la même architecture, c'est évident, ce ne sera pas le même coût, mais notre solution peut tout faire. Les interfaces graphiques, c'est pareil. Alors, on a des interfaces graphiques qui sont plus standards dans le monde du système d'archivage électronique sous forme de plan de classement. Et on peut avoir aussi des interfaces de type coffre-fort. Donc ça, on se rapproche ici effectivement d'une définition qui est plus CNIL sur le coffre-fort personnel. Donc on peut avoir, je ne sais pas, dans une entreprise par exemple, un coffre pour chacun des salariés pour qu'il puisse stocker à la fois ses bulletins de paye ou ce qu'il veut, après tout ça le regarde, ses photos de vacances s'il en a envie. Mais donc là, on aura des interfaces coffres. La dernière dimension, c'est la gouvernance des données. Dans une entreprise, et plutôt dans une grande, puisque nous on est plutôt présents dans les grandes entreprises, on voit qu'il y a plein de raisons business d'archiver des données. Donc on trouve en haut des notions de connecteurs, d'injecteurs, qui vont rendre possible l'intégration de notre système avec des mondes tels que l'AGED, l'ERP, les messageries électroniques, l'éditique, ainsi de suite. Mais en tout état de cause, dans le produit, on va déployer des règles de gouvernance qui vont s'appliquer à des couches. Vous voyez qu'il y a 6 couches dans le produit. Des couches de gestion de droits qui sont absolument évidentes en matière de coffre-fort électronique, puisqu'il va falloir déterminer qui a le droit de faire quoi dans ce système. Des couches d'administration, des couches de plan de classement, des couches de valeurs probantes, évidemment, et des couches de politique de stockage et de protection de l'information. Donc la gouvernance permet de définir, de gérer et de déployer des règles uniformes dans toute l'entreprise pour qu'on soit sûr qu'aucune donnée n'échappe aux règles qui sont définies en général, soit par des risk managers, soit par le management de l'entreprise. En conclusion, c'est mon dernier slide, Arxis Software dispose d'une offre logicielle et d'une maîtrise quand même de ce métier qui ont fait qu'on est présent dans beaucoup de domaines différents. Notre logiciel, donc, comme je viens de le dire, gère le cycle de vie, gère des niveaux de service. Il y a énormément de niveaux de service dans le produit. Niveaux de service donc, dont j'ai parlé, mais certains dont je n'ai pas parlé. C'est une solution de coffre-fort qui va permettre de gérer la confidentialité, bien sûr, de gérer le contrôle d'accès, c'est-à-dire les droits, de gérer la protection physique, de gérer l'intégrité et des règles de gouvernance, je viens d'en parler. Donc c'est une solution qui garantit la pérennité et pour ça il a vraiment fallu se casser la tête parce que c'est probablement la plus grande des difficultés dans l'archivage de résister au temps et que sa solution ne soit pas remise en cause tous les 3 ou 4 ans. Voilà ce que j'avais à vous dire. Moi, en tant que
Pardon. Enfin, en tant que rédacteur en chef d'un magazine de sécurité, il y a des mots qui m'ont interpellé, comme la gouvernance d'entreprise, la sécurité qui était à tous les niveaux. Donc ça veut dire que vous utilisez tous les deux des solutions de chiffrement. Et alors, c'était pas une question encore. J'attendais que tous les deux vous soyez d'accord. Et donc, comment vous faites pour la gestion des clés? Parce que c'est dans le chiffrement, c'est le point d'achoppement. Alors déjà sur l'aspect gouvernance, il faut comprendre que ça recouvre deux aspects si on devait les décrire macroscopiquement. Un premier aspect qui est effectivement lié à la sécurisation de l'objet qui est stocké. Hein. Donc effectivement garantir son intégrité, éventuellement chiffrer l'objet pour qu'il ne soit pas lisible, pour en garantir un bon niveau de confidentialité. Donc vraiment quelque chose qui se porte sur l'objet lui-même. Et puis un autre niveau qui lui est macroscopique, qui est plutôt une vision de pilotage. La gouvernance de l'archivage, quelque part aussi, c'est définir une politique de conservation, l'appliquer concrètement dans un outil informatique, être capable d'en rendre compte à chaque instant et être capable d'en rendre compte dans des organisations parfois qui sont complexes. On a par exemple un client qui est dans le domaine de l'aérospatial, qui est composé de dizaines et de dizaines de filiales et qui, dans le cadre de son activité, a de grandes difficultés justement à gouverner ces politiques d'archivage parce que chaque filiale, chaque entité a sa propre manière de gérer ses archives. Et donc là, il a fallu mettre en place des fonctionnalités au niveau de la gouvernance qui permettent, au niveau de la holding, de définir un référentiel groupe, au niveau des entités locales, de leur permettre de produire leur propre référentiel, mais en s'appuyant sur ce référentiel groupe, qui contient les durées de conservation, les règles de gestion, les textes de référence applicables, etc., etc. Et à chaque instant, pour la personne qui est au niveau de la holding, d'avoir une visibilité de la manière dont les référentiels sont appliqués au niveau des filiales, et au niveau d'une filiale, d'être systématiquement informé des évolutions du référentiel groupe qui, à titre prescriptif, au travers d'une veille métier réglementaire et normative, va informer les filiales de l'évolution de leur environnement. Alors pour revenir particulièrement sur la partie liée à l'intégrité des objets stockés et aux fonctions de chiffrement, effectivement, c'est Eversuite Compliance, typiquement, intègre nativement un keystore, donc va être capable d'être un réservoir de certificats et de clés. Hein. Dans cette dynamique-là, effectivement, toute la chaîne de liaison qui va permettre de référencer les certificats, qui va permettre de renseigner le mot de passe d'utilisation de la clé, qui va permettre de renseigner le mot de passe d'accès au keystore, au réservoir de certificats, tout ça, ça rentre dans une logique, dans une chaîne technique extrêmement complexe, avec des mots de passe et des interfaces qui sont extrêmement sécurisées, pour garantir qu'à aucun moment, justement, un intervenant qui serait par exemple lié à la gestion et l'exploitation du système puisse, un administrateur système par exemple, j'en ai parlé dans mon intervention, ou même le DBA, puisse à un moment récupérer les mots de passe qui lui permettraient d'accéder éventuellement au réservoir de certificats interne, d'accéder éventuellement aux clés, de décrypter un document et d'y accéder. Toute cette chaîne-là, elle a été analysée, elle a été validée par des audits et puis par des RSSI, même chez des clients chez qui on a fait des déploiements. Et donc elle est extrêmement sécurisée. C'est un point qui est extrêmement important. Ça va même plus loin. Par exemple, lors des échanges ou l'utilisation d'un système, en mémoire, dans la RAM, effectivement, il y a des informations qui sont chargées. Hein. Donc même ces séquences-là sont cryptées pour s'assurer que par des flash mémoire, on ne puisse pas comme ça dumper en quelque sorte les informations et pirater le système. Donc tout ça a été vu sur toute la chaîne de liaison, sur toutes les couches, que ce soit la couche traitement, la couche système, la couche base de données, l'interaction entre le client et le serveur, la partie mémoire, enfin tout ça a été traité. Alors là, il y a peut-être une petite différence entre nous, il fallait bien en trouver une. On va dire que nous, depuis toujours, on a mis vraiment l'accent sur la pérennité. Et notre discours en clientèle, c'est un discours pérennité. Donc c'est un discours
où on répond au client qui va même jusqu'à nous demander mais si vous disparaissez demain, est-ce que je peux continuer à gérer le système, comment je récupère mes données, ainsi de suite. Et on abonde dans ce sens-là. Hein, on abonde dans ce sens-là. Donc chez nous, on a tellement été omnibulé par ce phénomène de pérennité que pendant longtemps, on a décidé de ne pas chiffrer les données et de l'expliquer aux clients. Qu'en fait, c'était aussi la garantie qu'il allait faire, qu'il allait être indépendant de nous, indépendant du dépositaire des clés. Et puis, depuis peu, finalement, il n'y a pas très, très longtemps qu'on nous demande le chiffrement. Le chiffrement est quelque chose d'assez récent. On a été obligé de plier, hein, sous le fait qu'on nous l'ait un peu demandé et qu'il fallait bien répondre. Donc maintenant, on peut faire à peu près la même chose qu'a décrit Ever, c'est-à-dire on a aussi dans le produit des key stores qui permettent de stocker les certificats, ainsi de suite. Mais c'est quelque chose qu'on ne recommande toujours pas aux clients, malgré tout, malgré que cette fonctionnalité existe et que l'on puisse dire « oui, on le fait ». On continue à dire aux clients, en fait, vos données, surtout quand il s'agit de longues périodes, parce que quand il s'agit de 2-3 ans, à la limite, ça se discute. Mais quand il s'agit de 30 ans ou de 70 ans, dans 70 ans, ces clés sont quand même fondamentales. Perdre les clés, ça veut dire perdre l'accès à la donnée. Donc ça ne se traite pas à la légère. Donc en fait, nous on préfère dire, chaque fois que c'est possible, et ça l'est souvent quand même, on délègue cette gestion de clés au client lui-même. Donc ça reste dans l'idée qu'il pourra se passer de nous et continuer à nous mettre à la porte, puisqu'on ne sera pas le dépositaire des clés, puisque si jamais on est dépositaire des clés, effectivement, on peut arriver, dans le pire des cas, à faire une forme de chantage sur un client. Donc, nous, l'idée, c'est de dire, on admet des données qui sont chiffrées. D'ailleurs, je l'ai dit dans mon premier slide, les données peuvent être chiffrées. Je n'ai pas besoin de comprendre une donnée. Donc, nous, on a des clients qui chiffrent les données et qui nous les envoient chiffrées. On les conserve chiffrées. Mais les deux techniques sont possibles. Merci beaucoup. Alors, bonne journée. Au revoir.